Et aujourd'hui, on va parler de la finance dans le contexte africain. On va parler des métiers de la finance. On va comparer un certain nombre de facteurs environnementaux dans le fonctionnement de la finance. Et on va couvrir les différences qu'il y a entre l'espace financier, les enjeux financiers en Afrique, surtout en Afrique francophone, et par exemple sur les marchés internationaux. Et donc, pour couvrir tout cela, nul autre qu'une professionnelle de la finance, Meina Gouet, qui a un profil aussi long que mon bras. Grande question. Qui est Meina Gouet? Écoute, je suis une professionnelle de la finance. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le secteur bancaire. Je suis née au Cameroun il y a maintenant 35 ans de cela. Et après, assez rapidement, vers l'âge de 14-15 ans, je suis allée au Canada où j'ai terminé mon éducation. J'ai eu une formation en mathématiques actuarielles et en finance. Après, j'ai commencé à travailler dans des firmes de conseil en actuariat, puis rapidement dans des banques, en gestion des risques et après progressivement en investissement. Voilà, j'ai œuvré pour plusieurs institutions financières au Canada avant de faire le grand saut après 20 ans de vie au Canada et j'ai jeté mon dévolu sur la Côte d'Ivoire qui, ma foi, est un très beau pays. Ouais. Donc, depuis un an, je travaille pour la plus grande banque panafricaine de la place où je dirige une équipe qui structure des financements pour le compte des filiales en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça. Accessoirement, comme tu l'as dit, je suis passionnée de la communication financière. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et dans lequel j'étais assez active une partie de ma vie. L'actuariat consiste à quantifier les risques. Donc, tout type de risque. Ça peut être, dans le jargon, on va parler de risque de crédit, risque de marché et d'autres types de risques. Mais de manière générale, à partir du moment où il y a un événement et une incertitude autour de la réalisation de cet événement-là, l'actuaire a la capacité de quantifier la valeur de ce risque-là. Et donc, l'exemple le plus commun qu'on donne, c'est dans le milieu des assurances, où les actuaires valorisent les produits d'assurance. Donc, ils aident à déterminer les primes qu'il faut pour couvrir les bénéficiaires sur certains types de risques. Ça peut être de la mort, ça peut être des incidents, ça peut être différents types de risques. Et donc, en fonction de cela, on va souvent étudier les statistiques pour développer des modèles empiriques ou stochastiques pour déterminer quelle est la probabilité d'occurrence d'un certain événement dans le temps et lié à une valeur monétaire en fonction de la couverture qui est rattachée à ce risque-là. C'est un peu technique, mais j'ose espérer que je n'ai pas perdu ton audience. En gros, les actuaires quantifient et modélisent les risques. Formateur. Absolument formateur. Toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est le Canada qui m'a apprise. C'est ça, on a des belles institutions de renom. J'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes exceptionnelles. So, everything I know today, c'est grâce à mon expérience au Canada. Et pas juste professionnellement, dans la vie, c'est le pays où j'ai grandi une bonne partie. Donc, ouais, formateur.
je lance le blog vraiment pour essayer de démystifier plusieurs concepts économiques et financiers des jeunes. Et donc, j'écris surtout. Je repars vraiment vers la base parce que j'utilise la crise 2008 comme un référentiel pour décortiquer plein de petits concepts que j'essaye de vulgariser auprès des gens comme moi. Et donc, je vais aborder plusieurs sujets, que ce soit comment la monnaie fonctionne, c'est qui les grands acteurs économiques qui influencent l'offre et la demande, c'est la crypto-monnaie qui est un billet que j'ai écrit sur plusieurs parties. J'ai écrit sur les taux d'intérêt, comment est-ce qu'ils sont déterminés, comment est-ce qu'ils influencent notre quotidien. J'ai écrit sur le crédit, comment ça fonctionne, les codes de crédit. J'ai écrit sur plein de choses, l'épargne. Donc, du coup, il y avait des billets très simples, très accessibles. Il y en avait qui étaient un peu plus complexes, comme celui notamment sur le Bitcoin, et bien sûr certaines réglementations politiques et économiques. Mais de manière générale, j'essayais de rester relativement accessible à tous et écrire dans un langage assez vulgarisé. Je n'avais absolument aucune idée que ça prendrait cette proportion-là. Je pense que personne ne pouvait vraiment le prévoir. C'est vrai que ça va faire quoi? Ça fait 6-7 ans que j'ai écrit dessus. À l'époque, des liens très complexes et très élaborés, maintenant que j'y pense, mon Dieu. Mais et tout le monde me disait, est-ce que tu veux investir dedans et tout, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu me conseilles d'investir? Et puis moi, j'étais très conservatrice à l'époque, j'étais comme, you know what, c'est une belle technologie. Et en gros, j'expliquais que le blockchain, qui est la technologie sous-jacente, est là pour rester parce qu'il a plein d'applications technologiques futures, pour sûr, mais que le Bitcoin, je pensais que c'était, dans ma tête, c'était assez passager et spéculatif, en fait. Parce que, pour plusieurs raisons que je ne peux pas développer ici, mais j'étais sceptique. Et non, je pensais que la valeur prenne une telle magnitude. Maintenant, après, ça reste quand même très spéculatif. Le Bitcoin vaut... C'est ça. En fait, comme tout actif, le Bitcoin vaut ce que les gens veulent payer pour. Et aujourd'hui, la valeur du Bitcoin ne reflète qu'un jeu entre l'offre et la demande, mais qui est basé sur un intérêt spéculatif et non une valeur intrinsèque. Tout à fait. Donc, si on s'intéresse à l'histoire de la monnaie et qu'on comprend qu'est-ce qui a fait que les billets de banque prennent leur importance aujourd'hui, on identifie au moins 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'il y avait un besoin pour store value, pour garder de la valeur. Donc, il y avait des gens qui se baladaient avec des lingots d'or à l'époque, avaient besoin de quelque chose d'un peu plus pratique pour ne pas se faire cambrioler à tous les carrefours. Donc, c'était ça le premier intérêt. Donc c'était des papiers commerciaux adossés à une commodité que tu allais garder chez un banquier, un conservateur. Voilà. Et donc, c'était ça la première utilité. Donc, quand le Bitcoin n'est pas adossé à une commodité particulière, donc du coup, c'est un peu le premier inconvénient, en tout cas la première chose qu'il faut savoir. Mais le blockchain, comme son nom l'indique, c'est une série d'informations qui s'accumulent dans le temps. Donc, et en gros, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, c'est pas un petit peu plus comme dessus. Tu as bien commencé. C'est une manière de sécuriser l'information qui se transige entre 2 parties. Donc, quand partie A envoie de l'information à partie B et vice-versa, le mode de communication sécurisé entre ces 2 parties, c'est le blockchain. Tu as différents types de manières de sécuriser l'information entre 2 parties, mais l'avantage du blockchain, justement, c'est qu'il te permet
d'émettre de manière cryptographique des codes uniques qui sont secrets en fait et qui ne peuvent pas être en théorie altérés, qui ne peuvent pas être piratés. oui. Donc en gros, c'est extrêmement simpliste. S'il vous plaît, allez lire dessus, Google it, you'll get all the information you need. Mais c'est une manière, en gros, de sécuriser davantage l'information qui se transige entre deux parties. Et c'est pour ça que l'on observe beaucoup, on explore beaucoup son application dans le milieu légal, notamment, dans le milieu foncier, dans le milieu du commerce international. Donc, toute intervention où tu as deux parties qui s'échangent de l'argent ou de l'information qui doit être absolument sécurisée et qui ne peut pas être altérée ou piratée par une tierce partie. Donc, voilà. Après, vraiment, si vous vous intéressez aux détails technologiques de comment c'est fait exactement, allez lire dessus. Il y a une littérature ample sur comment ça fonctionne et peut-être que vous allez vous créer une petite passion. La Chine a interdit le Bitcoin parce qu'eux-mêmes ils ont décidé de monter leur crypto-monnaie, le gouvernement chinois. Donc ça commence là, on est en plein dans le ballon là, ça a commencé et donc et puis il y aura aussi, ce sera aussi intéressant de voir à quel point est-ce que où est-ce que le pouvoir va se jouer parce que on pense que le Bitcoin, parce qu'il a été créé par des personnes très libertariennes, ne centralise pas le pouvoir. Mais en réalité, le pouvoir aussi du Bitcoin est centralisé sur un certain nombre d'oligarques. Quand on voit Elon Musk, qui avec un tweet est capable de faire fluctuer le cours du Bitcoin de plusieurs milliers de dollars, oui, voilà. Quand on voit les frères Winklevoss qui ont été très investis dans la démocratisation du Bitcoin parce qu'eux, ils en avaient pour des milliards et des milliards. Bon, il y a des personnes qui ont le pouvoir derrière le Bitcoin. Donc, ce n'est pas vrai complètement que c'est un système hyper décentralisé, hyper démocratique, hyper transparent. Le pouvoir est toujours vers les personnes qui possèdent le plus de commodités. Toujours. Et oui, on peut critiquer le système des banques centrales, on peut critiquer les méthodes de manipulation macroéconomique des gouvernements, mais c'est le système de gouvernance qu'un certain nombre de personnes ont choisi. Et bon, en tout cas, espérons la majorité. Voilà. Espérons-le. C'est un honneur de penser que derrière le Bitcoin, il n'y a pas aussi un système d'oligarchie et que tout est super égalitaire et tout, parce que le pouvoir reste concentré sur les personnes qui en possèdent le plus. Et qui vont faire influencer de manière très volatile le cours de cette commodité-là aussi, au gré de leurs humeurs, de leurs tweets ou de leurs affiliations avec le pouvoir mainstream. Donc, en tout cas, le choc, il est là. Et bon, je pense que tant que le Bitcoin... aujourd'hui, le Bitcoin reste assez marginalisé par le mainstream parce qu'il est encore beaucoup utilisé pour des transactions illicites ou bien à des fins purement spéculatives. Et comme il est encore très peu régulé, beaucoup de gens qui investissent dedans, ils le font à leur risque et péril. Pas plus tard, je pense qu'il y a quelques semaines, il y avait une grande bourse de Bitcoin qui est tombée, qui a fait faillite, en tout cas, qui a fermé boutique. Du jour au lendemain, le site il peut s'éteindre et puis il part avec tes Bitcoins. Hein. Ça arrivé 2-3 fois dans l'histoire au courant des 6 dernières années. C'est t'as pas de backup. Quand ça t'arrive, tu n'as pas de backup, tu n'as pas de retour. Donc, c'est quelque chose aussi qui est assez fondamental. Le Bitcoin ne rentrera jamais dans l'utilisation quotidienne des individus tant qu'il n'y aura pas un minimum de réglementation derrière. Ce pourquoi les fondateurs se battent énormément. Donc, il y aura un changement. Ce qui va se passer, c'est que le mainstream va créer ses propres crypto-monnaies. Voilà. Les États vont créer leurs propres crypto-monnaies,
les banques vont créer leur propre crypto-monnaie. On le voit déjà, notamment en Asie. Oui, Bon, oui, c'est vrai. c'est à partir parce que Bitcoin, c'est juste un exemple d'une application d'une technologie beaucoup plus large. Donc, une fois qu'on a accès à la technologie, on fait après notre propre truc. Et c'est ce qui va se passer. Donc voilà, aujourd'hui, Bitcoin n'est pas une devise technologiquement supérieure au Litecoin ou au Ça, c'est vrai. Ethereum. Il y a une centaine de crypto-monnaies là dehors. Qu'est-ce qui fait que c'est le Bitcoin qui perce en particulier? C'est parce qu'il y a des gens qui sont très riches, qui en ont beaucoup et qui militent, qui font de la publicité pour ça. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut comprendre. Je ne veux pas être conspirationniste. Tout ce que je dis, c'est que ce soit dans le mainstream ou dans un système alternatif, les jeux de pouvoir ne finiront jamais. Ça dépend. Non. Malgré, ça fait plus de 7 ans que je suis ce truc, mais je reste parmi les sceptiques. Mais une fois de plus, ce n'est pas une critique du Bitcoin. Le Bitcoin n'est que, comme j'ai dit, l'objet de notre attention. Après, c'est les NFT, après, ça peut être autre chose, après, ça sera autre chose. Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin en soi aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les êtres humains aiment juste transiger. Ils aiment transiger tout et n'importe quoi. C'est ça la game. Quand j'étais à l'université, il y avait quand même pas mal de jeunes femmes. Ballpark, comme ça, d'après mes souvenirs, je dirais peut-être. Quel était le quota? 40%. Peut-être 40%, 30, 35, 40%. Dans mes souvenirs, ils sont peut-être erronés, mais je ne me souviens pas être une minorité. Il y avait une minorité de noirs. Ça, je peux te le dire, avec un peu latina. Mais that's another topic. Mais les femmes, il y en avait quand même. Let's talk about that. Mais les femmes, il y en avait. Donc c'était pas une écrasante majorité, mais il y en avait quand même. Et je pense qu'il y a plus de femmes en STEM que l'on ne le pense. Science, technology, engineering and math. Il y a plus de femmes en STEM que l'on ne le pense. Après, en tout cas dans les systèmes éducatifs. Après, comment est-ce que ça se traduit plus tard dans la vie à des hauts postes de direction dans ces domaines-là? C'est là que on commence à avoir un petit gap, en gros. Mais les filles, les femmes s'intéressent aux maths quasiment autant que les garçons, si ce n'est plus. Donc, ça faisait quelques années que je voulais revenir sur le continent après y avoir passé ma jeunesse. Donc, je pense que, comme toute personne de la diaspora, à un moment donné, s'est posé la question de ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais rester au Canada? Est-ce que je veux apporter l'expérience africaine? C'est une question large. Et puis, finalement, quand s'est présentée l'opportunité, je me suis dit pourquoi pas aussi. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'impact. J'ai toujours voulu avoir un grand impact sur la vie des individus. Je veux construire quelque chose. Je veux aider des grandes institutions à construire des choses. Donc, je vais le faire dans mon domaine, qui est la finance, mais je pense que des pays africains, où il y a beaucoup de choses à construire, à mettre en place, à améliorer. Ils ont besoin de leur cerveau, que leur cerveau soit déjà ici sur place, ou que leur cerveau soit à l'étranger. Je pense que voilà. C'est un peu dans cette idéologie-là que j'ai décidé de faire le saut. Ça s'est très bien passé. C'est une de ces villes où je me sens comme à la maison, vraiment. La personne est assez cool. Donc, après, je travaille énormément. Ma vie, c'est mon travail. Wow. Donc, comparé au Canada, tu travailles plus ou moins? 2 fois plus, 3 fois plus. Wow. À ce point. Oui, à ce point.
Waouh! On croirait le contraire d'ailleurs, parce que la la présomption générale, c'est qu'on travaille plus quand on est à l'étranger que chez nous. Mais c'est Oui, le bon, c'est contraire. une fausse impression, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que justement, quand tu es dans un environnement où il y a beaucoup de choses à construire ou reconstruire, Mhm, mhm, mhm. ben, il faut travailler plus pour pouvoir rattraper le gap, rattraper le retard, Yeah. voilà. Donc c'est ça. Et puis, donc, il y a souvent dans des organisations, tu as une minorité de personnes qui ont une certaine capacité ou d'expérience, et donc ça va aussi influencer la charge de travail. Donc c'est ça, il y a beaucoup de responsabilités qui incombent aux gens qui ont eu l'avantage d'avoir une expérience étrangère et de venir implémenter certains standards ici. Donc du Mhm. coup, les exigences sont plus élevées et on s'attend à ce que tu viennes apporter quelque chose de vraiment significatif. Ouais. Donc oui, c'est beaucoup de... The expectations are high, et donc oui, il y a beaucoup de travail. Le plus gros challenge, euh, ouais, je pense que m'adapter aux méthodes de travail, Ouais. à la culture d'entreprise qui est un peu différente, aussi faire. En Amérique du Nord, les relations de travail sont très transactionnelles. OK. Et un peu très transactionnelles, très carré. You know. On est très à l'aise à avoir des relations de travail pendant plusieurs années avec des individus dont on ne connaît absolument rien du tout sur le plan personnel. Ça ne me dérange pas. Ici, c'est différent. Ici, pour que quelqu'un soit à l'aise à travailler avec toi, il faut qu'il te connaisse. Et donc, du coup, ça fait que les rapports entre les individus doivent être un peu plus familiaux pour que les rapports de travail soient agréables. Et Hmm. quand ça ne correspond pas à ta personnalité, ça prend un temps d'adaptation. D'accord. D'accord. Sinon, et l'ambiance en elle-même, est-ce qu'elle est plus, voilà, celle qui vient, comme on dit chez nous au Cameroun, l'Mbengue, celle qui était à l'étranger, qui vient nous impressionner, qui vient elle se prend la tête. Est-ce que tu ressens une certaine réticence du personnel local, du personnel qui est initial, ou bien parce que je suppose que tu dois être en train de coordonner une équipe, Non, ça va. alors est-ce que tu Peut-être qu'au ressens quelque chose? début, ça va. Bon, peut-être qu'au début, je disais, ah, c'est qui celle-là et tout. Mais maintenant, ça va. Ça va. Il faut s'adapter culturellement. Hein. Mhm. Comment on dit là, à Rome, tu fais comme les Romains, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Il faut s'adapter, il faut comprendre les gens. Il faut comprendre qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les drive. Il faut s'intéresser à eux aussi, effectivement. Donc, c'est pour quelqu'un qui est de nature plus introvertie, ça prend un effort. Ah, Pour tu es aller vers les introverti? Wow, I couldn't tell. I know. L'introversion, c'est pas être timide. Hein. L'introversion, c'est juste que les interactions sociales me consomment plus d'énergie qu'elles m'en donnent. Mhm. Mhm. Donc, j'ai besoin de temps pour récupérer en privé. Donc, mon temps en privé est très important. Les réponses les plus évidentes, c'est la profondeur du marché. Hein. C'est que le volume de transactions dans les marchés financiers des pays développés est significativement plus important, 1 trillion de fois plus élevé que
le volume de transactions qui s'opèrent sur le continent africain. Après, dans le continent africain, il faut segmenter. Donc, on regarde l'activité de marché qui se fait en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, au Nigeria. Ça sera toujours plus élevé que ce qu'on observe en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Donc, à certains égards, Afrique de l'Est. Donc, c'est segmenté. Donc, si on enlève les outliers, si on enlève les gros performers, comme l'Afrique du Sud, oui, on se rend compte que le marché est moins profond. Donc, il y a moins de liquidité. Il y a moins de liquidité sur le marché, il y a moins de capital à long terme, il y a moins d'investisseurs, il y a moins d'entreprises dans lesquelles on investit. Donc l'argent circule dans le secteur officiel beaucoup moins vite et à une magnitude beaucoup moins grande que dans les marchés financiers développés. Mais ça, c'est dû à une pléthore de choses, hein. Vraiment, c'est dû à une pléthore de choses. Quand on regarde un petit peu le modèle économique occidental, on se rend compte qu'en fait, à la base, il faut tellement une collection de choses. Il te faut des épargnants ou les consommateurs. Donc, il te faut une pool très large d'individus qui vont épargner leur argent. Cet argent sera utilisé par la suite par des banques, des sociétés d'investissement pour les placer sur les marchés financiers. Il te faut une grosse base de consommateurs qui vont dépenser leur argent dans des entreprises qui, elles, pourront investir, payer des salaires, faire des investissements en capital, en tout genre, stimuler l'économie. Ouais. Donc, il te faut une grosse base d'épargnants et de consommateurs pour stimuler l'économie. Et le comportement de ces consommateurs et de ces épargnants sera influencé par des réglementations, notamment de la Banque centrale au niveau des taux d'intérêt. Donc, on peut voir qu'en fonction des taux d'intérêt sur les pays développés et l'influence sur l'inflation, la réaction sur les ménages, la consommation des ménages peut être quasi immédiate. Donc, ça me ramène à mon second point. Il te faut aussi un système central fort en qui tout le monde a confiance pour que les marchés financiers fonctionnent bien. Donc, il faut des champs de compensation, il faut des banques centrales, il faut des organismes de réglementation qui permettent d'établir des règles sur le marché afin que tout le monde ait confiance au marché, tout le monde veut jouer dans ce marché-là. Tu ne vas pas investir dans une entreprise ou prêter à quelqu'un si tu penses que tu n'as aucun recours pour récupérer ton argent s'il y a un problème. Donc, avoir des institutions fortes est très important pour développer les marchés financiers. Après, il faut stimuler l'économie au niveau des entreprises. Et les entreprises, l'activité des entreprises est stimulée par des investissements en fonds propres ou de la dette. Donc, ça veut dire qu'il faut des organisations qui vont injecter des fonds propres dans les entreprises pour qu'elles puissent se développer. Et il faut des banques et des institutions financières qui vont accepter de prêter à ces entreprises pour qu'elles puissent se développer. Ce qui renvoie donc, bien entendu, à un autre point qui est le rôle des banques dans le pays en voie de développement. Et leur force de frappe, leur capacité à prêter sur du court, moyen et long terme. En Afrique, on observe qu'il y a beaucoup de difficultés à prêter sur du long terme, donc à des entreprises. Donc là où une entreprise pourra avoir des prêts de 10, 15, 20 ans en Amérique du Nord, il y aura des prêts qui vont rarement dépasser 5, 7 ans, en Afrique de l'Ouest central notamment, parce que pour différentes raisons. Les banques souvent sont plus frileuses, elles ont des appétits de risque beaucoup moins élevés, ou elles n'ont pas suffisamment de ressources auprès des épargnants pour pouvoir traiter sur une période plus longue. Donc bien entendu, ça influence aussi la force de frappe d'une entreprise, ça influence les choses qu'elle est capable de faire et la vitesse à laquelle elle va croître et se développer.
Après, il y a des mesures gouvernementales. Donc, quelles mesures sont prises par le gouvernement pour, dans le système d'éducation, de santé et de l'emploi pour permettre à des personnes de remplir leurs besoins primaires. Une fois que tu as rempli ton frigo, là, tu peux commencer à épargner, tu peux commencer à investir sur les marchés, tu peux commencer à... Mais ça prend des institutions qui permettent à des gens d'être bien formés, de ne pas d'être traités s'ils sont malades pour éliminer ces besoins primaires-là, d'avoir des emplois bien rémunérés pour que par la suite, ils puissent être des consommateurs et des épargnants pour après stimuler l'économie. Donc, ta question est vraiment large parce qu'elle paraissait très simple en essayant de faire une comparaison entre les marchés financiers entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, mais elle renvoie à une pléthore de facteurs qui influencent ces marchés-là. Et donc, tous les acteurs de l'économie sont concernés quand on parle des marchés financiers. Il y a les investisseurs, qu'ils soient individuels ou institutionnels, les épargnants, les consommateurs, les entreprises dans lesquelles on investit, les régulateurs, les organismes gouvernementaux, les banques, les institutions financières. Donc tout le monde est concerné et quand tu ne peux pas parler d'une différence sans toucher aux autres acteurs de la chaîne. Ouais. En ce qui me concerne, je pense qu'on a fait le tour. C'était une très belle conversation. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est une belle initiative. Donc, tous ceux qui ont 2 heures, 2 heures et demie à tuer peuvent écouter ces très beaux échanges. Et je pense que on manque de plus en plus justement d'échanges comme ça. Qui ne sont pas forcément des micro-publications sensationnalistes. Donc, c'est bien. Et ça m'a fait plaisir d'y participer.